Le sujet du jour, aujourd'hui, on va parler de SEO programmatique. Donc, comment créer plein de pages optimisées pour le SEO at scale. J'ai un ami avec moi aujourd'hui, donc je suis vraiment content de l'avoir dans le webinaire. Jonathan, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore? Ouais, alors moi j'ai vu des noms déjà là, j'ai vu Quentin par exemple que je connais bien. J'ai vu certaines personnes que je connais, mais je vais quand même faire une petite présentation. Donc je m'appelle Jonathan, je suis grosse, je fais du gross depuis à peu près 10 ans, un peu plus de 10 ans. J'ai cofondé une agence qui s'appelle Dezio. Maintenant je suis indépendant et je suis aussi fondateur d'une autre société qui s'appelle Dericap, qui permet de faire de l'enrichissement de données pour de la prospection notamment. Voilà en gros. Sam, tu veux rajouter un Ouais, truc? non, mais aussi, en fait, je me présente pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, vous êtes venu sur le webinaire de Srou. Pour ceux qui ne sont pas encore utilisateurs ou qui ne me connaissent pas trop, moi je suis fondateur de Srou, c'est une application aussi pour le SEO, orientée, on va dire, rédaction, qui permet d'analyser les SERP, qui permet de créer des briefs, qui permet de faire du groupement de mots-clés. Donc c'est un outil pour les rédacteurs, pour les équipes de contenu, et je suis le fondateur également et fan de SEO. Donc ouais, Jonathan, tu peux commencer à partager ton écran. En fait, l'idée, Ouais. c'est que on va faire une petite presse, enfin Jonathan va faire une petite presse pendant 20 minutes, 25 minutes. Il va nous expliquer un peu le SEO programmatique, qu'est-ce que c'est, des cas concrets sur comment ça fonctionne. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant qu'il discute. Ça sera moi qui va être le modérateur. Et ensuite, on va finir avec une session de questions-réponses à la fin du webinaire. De quoi on va parler aujourd'hui? On va commencer à parler de c'est quoi et pourquoi on fait du SEO programmatique. On va essayer de comparer ça aussi avec le SEO plus traditionnel. Je ne vais pas rentrer pour tous ceux qui veulent des définitions du SEO et ces trucs-là. On ne va pas parler de ce genre de trucs-là aujourd'hui. On va juste comparer l'un et l'autre, juste pour mettre les choses à plat. Ensuite, on va essayer de voir quand est-ce que c'est utile un peu de l'utiliser et quand est-ce qu'en fait on s'emmerde un peu trop pour rien. Je vais ensuite présenter quelques études de cas, la méthodo, et puis après on verra qu'est-ce qu'on peut faire aussi aujourd'hui à l'ère de l'IA, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, ou à l'ère de l'automatisation ou des API, quoi. Et enfin, comme l'a dit Sam, question-échange. Alors, c'est quoi le SEO programmatique? Je ne me suis pas trop embêté. J'ai repris la définition de ChatGPT. En gros, c'est générer des pages SEO optimisées de manière semi-automatisée ou automatisée complètement à partir d'un template et d'une base de données. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer de créer plein de pages en structurant de la donnée et ensuite créant une base de données qui va aller taper un template de page et créer X variations de cette page avec de la donnée différente. Pourquoi en 2025 c'est hyper important de comprendre, au moins de comprendre et d'envisager de faire du SEO programmatique? C'est parce que y a plein de raisons aujourd'hui qui l'expliquent. La première, c'est déjà que les coûts d'acquisition explosent sur les marques, sur la pub, par exemple, ça coûte très cher. Sur le cold email, on parle avec les IA, il y a de plus en plus de mails qui sont envoyés, donc aussi de moins en moins de résultats quand on fait un peu de la masse, un peu n'importe comment. Deuxième raison, c'est que l'IA, c'est aussi le meilleur ami du programmatique. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Aujourd'hui, avec l'IA, ça ouvre des portes vraiment très intéressantes. Troisièmement, Google, il aime bien quand il y a beaucoup de contenu dense. C'est-à-dire que quand on traite un sujet, on le traite de 1000 manières différentes. Google, il aime bien qu'on fasse ça. Ça montre qu'on est expert sur un sujet. Et aussi, toujours à l'heure de l'IA, il y a le côté scalabilité. Ça devient presque essentiel de pouvoir scaler son marketing, scaler son code, scaler tout. Et l'IA le permet. Et si on ne suit pas cette tendance-là, c'est un peu compliqué de suivre. Et ça risque de devenir compliqué, en tout cas pour tout ce qui est SaaS, si on n'avance pas. Pour qui on fait ça, le SEO programmatique? On le fait pour les experts SEO techniques et les curieux. On peut le faire, ce webinaire, il s'adresse à ceux-là. On le fait aussi pour les webmasters, les développeurs et les no-codeurs.
Pour les entrepreneurs qui lancent leur projet ou qui sont un petit peu à essayer de regarder comment ça fonctionne la tech. Et aussi pour les gens un peu plus comme moi, c'est-à-dire les flemmards qui n'aiment pas trop faire les choses deux fois. Moi, j'aime bien faire une fois les choses. Et puis, si je vois que j'ai besoin de le faire 15 fois, ça commence à me saouler un petit peu. Et du coup, je fais en sorte d'essayer de trouver une méthode ou quelque chose sans dégrader l'expérience humaine pour me simplifier la vie et pas le refaire à chaque fois de manière routinière. Quelle différence entre le SEO traditionnel et le programmatique? En gros, la grosse diff, ça va être le gain de temps qui est très important. J'ai fait une petite explication ici rapide, qui est assez simple. C'est d'un côté, quand on fait du SEO traditionnel, le process simple, c'est on va chercher des mots-clés, on va chercher un thème, on va écrire un brief, on va prendre son brief, on va écrire un article, et puis après, on va le publier, et voilà. Tout ça, ça prend un certain nombre de temps. Si vous êtes rapide, vous n'allez pas mettre beaucoup de temps. Si vous êtes un peu plus lent, vous allez mettre un peu plus de temps, peu importe. Mais que vous le fassiez pour une page ou pour 1000 pages, en fait, c'est juste 1000 fois plus de temps si vous avez 1000 pages que si vous en avez une. À l'inverse, pour la partie SEO programmatique, ce qu'on va faire, c'est on va créer une page, ça va prendre beaucoup plus de temps que créer une page en SEO traditionnel. Par contre, on aura prévu, quand on a créé cette page, de pouvoir le dupliquer 1000 fois et ça va prendre beaucoup moins de temps cette fois-ci que pour du SEO traditionnel parce qu'on aura prévu la data, la base de données, etc. Donc là, j'ai fait un exemple tout simple. C'est en gros, si vous avez moins de 10 pages à faire, c'est clairement pas une bonne idée de faire du SEO programmatique sur un sujet. Si vous commencez à avoir plus de 10, voire plus de 50, plus de 100 pages, ça devient hyper intéressant de faire du SEO programmatique parce que ça va vous faire gagner un temps monstrueux. Donc les avantages, on l'a dit, c'est gain de temps, productivité, scalabilité, et ça permet aussi de segmenter et d'être du coup beaucoup plus pertinent. On va le voir, mais tu as des exemples simples de SEO programmatique. Ça va être par exemple, je prends les pages des compagnies aériennes comme Air France, disons, qui font des pages pour chaque vol, Paris-Marseille, Paris-Bordeaux, Paris-Brest, Paris-machin. Tout ça, la structure est la même, le contenu est différent. Et ils ne vont pas s'amuser à écrire chacune des pages. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font du programmatique. Et en plus, c'est super intéressant. Moi, je trouve ça hyper marrant à faire parce que y a plein d'implications à la fois dans le côté SEO, dans le côté design, dans le côté code et dans le côté base de données, gestion des bases de données. Donc moi, je trouve ça hyper marrant. Bon, peut-être que je suis un peu spécial là-dessus. Et après, ça rank hyper bien et ça, on va le voir dans les use cases qu'on va voir juste après. Maintenant, si vous êtes créateur de business ou vous travaillez dans des business, vous êtes probablement dans l'une de ces cases. Il n'y en a pas, a priori, pas d'autres. C'est soit B2B SaaS, soit des B2B de services, soit des e-commerce, soit des médias. Et il y a des cas d'usage qui sont assez connus en programmatique, qui s'appliquent en fonction des types de business dans lesquels vous travaillez. Mais ça ne veut pas dire que c'est les seuls. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns. Par exemple, si vous êtes dans le B2B et que vous avez un SaaS, des pages assez connues en programmatique qu'on fait, ça va être des pages d'alternatives, de comparatifs, de templates, de reviews. Dans le service, ça va être des pages géolocalisées, par exemple. Dans l'e-commerce, ça va être tout ce qui va être les pages de bundle, comparateurs, accessoires. Et dans les médias, ça va être tout ce qui est le top des 50 boîtes, je ne sais pas moi, qui ont levé des fonds ce mois-ci, ou des trucs comme ça. Et donc tout ça va nécessiter de la donnée, et après juste un bon template de page, et ça va faire le taf. Pour vous montrer que ça fonctionne, je vous ai mis 2 use cases. Le premier, c'est Derrick. Donc Derrick, c'est mon premier... un SaaS que j'ai développé qui permet, comme je le disais tout à l'heure, de faire de la génération de leads, mais en fait plutôt de la constitution de bases de données. Et ça permet du coup de scraper de la donnée pour aller prospecter plus facilement ou pour aller enrichir son CRM ou n'importe quoi. Ce que j'ai fait sur Derrick, ça m'a permis en 2 ans, et c'est quasiment la seule action que j'ai lancée en 2 ans, parce que je n'avais pas vraiment le temps de m'occuper suffisamment de Derrick. Donc c'est quasiment la seule action que j'ai lancée. Ça m'a permis de, encore maintenant, c'était il y a 2 ans que j'ai lancé ça,
de générer encore maintenant plus de 100 téléchargements par semaine en automatique grâce au programmatique. Aujourd'hui, j'ai plus de 20 000 utilisateurs là-dessus. Comment j'ai fait? Là, on peut le voir. En fait, le truc que j'ai pris, c'est j'ai pris le cas d'Eric étant un outil d'enregistrement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des pages qui vont prendre une donnée d'entrée. C'est le use de mes users. C'est j'ai par exemple le nom ou le prénom de quelqu'un. Je cherche sur LinkedIn. J'ai créé toutes les variations possibles de ça. Donc, find company phone with company name, find company phone with company LinkedIn URL, etc. Et toutes les combinaisons possibles. Et j'ai créé, du coup, à partir de ce dataset de tous ces cas-là, des pages SEO optimisées pour chacune de ces requêtes. Et comme vous pouvez le voir, ça rank très bien. Ça me rapporte aujourd'hui encore beaucoup de leads. Parce que là, vous voyez, là, c'est les contenus sponsorisés, donc c'est de la pub. Vous voyez qu'il y a des concurrents qui sont au-dessus de moi pour de la pub, mais après, sur un certain nombre, alors pas tous hein, évidemment, hein, mais sur un certain nombre, je suis encore premier, deuxième, troisième, 2 ans plus tard, sur des requêtes qui sont hyper centrales pour moi, c'est-à-dire des requêtes business, hein, c'est exactement ce que fait mon outil. Donc voilà. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ça me fait plus de 100 téléchargements par semaine sur Derrick. Le deuxième use case que je vous montre, c'est Dezio, donc Dezio, agence de grosses. Dezio, j'ai lancé un chantier là-dessus il y a à peu près un an et demi, où j'ai créé du coup des centaines de pages aussi pour une agence, cette fois-ci, donc pour du service. Et cette stratégie, elle m'a permis de générer plus de 50 leads par mois grâce au programmatique. Donc, vous voyez ici, c'est un exemple de page en programmatique que j'ai créé. Donc, tout ce que vous voyez là, alors, vous pouvez aller directement sur le site de Dezio si vous voulez le voir plus en détail. Mais tout ce que vous voyez là a été généré par de l'humain, par de l'IA, mais surtout avec un gros dataset, c'est-à-dire une bonne structure de données qui me permet de créer ces pages par centaines de manière optimisée SEO. Et comme on peut le voir, voilà, donc je vous ai mis plein d'exemples. Quand vous tapez, par exemple, agence de prospection à Nantes, Dezio est premier. Quand vous tapez agence social ads à Limoges, Dezio est premier. Quand vous tapez agence Bing Ads à Lyon, Dezio est premier, etc., etc. Et donc, vous voyez que ce que j'ai fait, c'est j'ai varié les expertises ici et les villes ici. Et donc, j'ai fait autant de variations qu'il y a de... je n'ai pas fait sur toutes les villes, mais toutes les grandes villes, en tout cas un peu grandes, et toutes les expertises que couvre Dezio, c'est-à-dire la prospection, la publicité, le SEO, l'outreach, le scrapping, etc. Et j'ai créé des variations de chacune de ces pages. Et pour le répéter, voilà, ça génère encore aujourd'hui plus de 50 leads par mois pour du conseil. Donc vraiment, ça s'applique autant pour du SaaS que pour du conseil, que pour du e-commerce, que pour du média. Selon vos objectifs, en fait, on va adapter la structure, la donnée et ce qu'on va faire. Donc ça, c'était juste pour vous convaincre un petit peu d'explorer, en tout cas, si vous ne connaissiez pas le SEO programmatique, d'explorer un petit peu plus en détail ce concept et comment on en fait. Et maintenant, on va plus parler d'un petit peu la méthode que je vous conseille d'avoir pour faire un travail qualitatif et que ça donne des vrais résultats. Parce qu'il y a un truc qu'il faut bien comprendre aussi en programmatique, c'est que il y a différentes façons de faire et il y a des méthodes qui ne marchent pas du tout, voire qui peuvent être hyper négatif pour votre site, parce que Google, si vous faites des pages qui sont vraiment trop similaires, il va considérer ça comme du duplicate content, il ne va pas du tout aimer. Donc il faut suivre en fait, c'est une méthode de scale de page, mais pour autant, il faut faire ça avec minutie. Il faut faire attention à comment on fait nos pages, il faut faire ça vraiment étape par étape pour ne pas se planter et pour avoir des résultats tant en termes de trafic qu'en termes de conversion, parce qu'à la fin, ce qu'on veut, nous, c'est des gens qui sign up ou qui viennent nous contacter, ou ce genre de choses. Je doute que, à part pour les médias, peut-être, votre objectif soit uniquement le trafic. Donc, première étape, qui est essentielle à n'importe quelle stratégie marketing, presque, c'est de bien définir vos personas. On ne le dit jamais assez, mais en gros, vous ne parlez pas à vous, vous parlez à d'autres personnes. Donc, il faut vraiment réfléchir à, OK, qui est mon persona type, c'est quoi son parcours, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses freins, comment je fais pour répondre à ses freins, et du coup, d'adapter le design
ça va nous permettre d'adapter le design, le texte, la donnée et ce qu'on va raconter en fonction de qui on veut cibler. La deuxième étape, c'est d'identifier des patterns. Donc là, tout à l'heure, je vous ai parlé des patterns de Dezio et de Derrick. Donc Derrick, c'est un logiciel dans lequel on fait tout en anglais. Donc c'est Find Data with Data, Find Company Name with Company LinkedIn URL. Dezio, c'est agence de prospection à Nantes. Mais en fait, vous voyez, il y a plein de services que vous utilisez qui ont déjà ces datas. Il y en a plein d'autres. Donc vous, ce que vous allez devoir chercher en premier, c'est quoi vos patterns. Zapier, par exemple, c'est Tools intégration. Donc là, j'ai mis un exemple, la grosse machine intégration. TripAdvisor, les choses à faire à Lyon. Glassdoor, développeur salaire, salary. Canva, un use case, design Canva. Booking, hôtel à ville. G2, meilleure app alternative. Vous imaginez bien le concept. Une fois que vous avez défini un peu vos patterns, ce qu'il est important, c'est vraiment de le refaire coller. Encore une fois, je reviens toujours au persona, mais faites bien coller ça avec vos personas et priorisez les patterns, parce que vous allez peut-être en trouver plusieurs, des idées de patterns. L'idée, c'est de trouver celle qui est le plus proche de l'acte d'achat de vos utilisateurs. C'est celle-là que vous devez prioriser, quitte à ce qu'il y ait moins de trafic, on va le voir après. L'étape d'après, c'est recherche de mots-clés. Contrairement au SEO programmatique, au SEO traditionnel, pardon, le SEO programmatique, on doit être moins regardant, on va dire, dans le volume de recherche individuel de chaque mot-clé. Tout simplement parce qu'on fait du volume par le nombre de mots-clés qu'on va cibler. C'est-à-dire qu'on ne va pas cibler un mot-clé qui va faire 150 de trafic ou 500 de trafic. On va cibler 1000 mots-clés et on va tous les taper. Et même si elles font... même s'ils font un de trafic chacun, on fera 1000 quand de l'autre côté, on aura fait 150. Donc, il ne faut pas trop s'attarder sur le volume de recherche de chacun de ces mots-clés, même si ça reste quelque chose qui est un bon indicateur, mais ce n'est pas essentiel. Il faut bien cerner le truc. En plus de ça, le SEO programmatique, il joue un rôle de réassurance, c'est-à-dire que nous, les humains, autant que Google, le fait qu'il y ait une profusion de pages, ça nous rassure sur un sujet, ça nous rassure parce que ça nous montre que ce service ou ce site est hyper quali sur ce sujet. Donc la profusion, il y a un petit effet comme ça qui rassure. Le fait d'avoir une profusion de pages, ça rassure. Voilà. Ensuite, l'étape d'après, c'est de maqueter et de faire l'arborescence. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'arborescence? L'arborescence, ça va être en fait plus particulièrement, on va dire, le maillage de vos pages, parce que votre page, là, on parle de créer des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de pages. Il faut qu'elles se parlent entre elles, parce que pour Google, c'est important qu'il y ait du maillage entre les pages, donc il faut réfléchir à ça. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, de Dezio. Pour revenir sur Dezio. Dezio, il y a des pages agence de prospection à Nantes, il y a aussi des pages de agence gros hacking à Nantes, mais il y a aussi des pages agence gros hacking à Marseille. Ce qui est important, c'est de comprendre est-ce que je vais mailler les pages Nantes et Nantes ensemble, ou les pages gros hacking et gros hacking ensemble, ou les deux, et comment je vais les mailler, à quel endroit dans la page. Ça, il faut se poser la question de, OK, si un utilisateur vient et tape agence prospection à Nantes, est-ce que ce qui l'intéresse le plus, c'est la prospection, ou est-ce que ce qui l'intéresse le plus, c'est d'avoir une agence à Nantes? Et en fonction de cette réponse, vous allez mettre plus en avant l'un ou l'autre. Si vous pensez que c'est un peu les deux, on met un peu les deux, mais dans un ordre UX friendly et Google, lui aussi, pareil, quand il va crawler vos pages, il va regarder un petit peu ce que vous mettez plus en avant, ce que vous mettez moins en avant, ce qui s'appelle le surfeur relatif. Et il va considérer que les liens plus hauts dans la page ont plus de poids que les liens plus bas dans la page. Donc le maillage, c'est hyper important. Il faut cartographier les relations entre les pages et il faut essayer de comprendre comment on va faire. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce maillage, donc on va faire un petit peu... moi, j'utilise WinSQL. Ça me permet de faire un petit peu déjà une arbo, mais aussi le maillage entre les pages. Imaginez comment c'est foutu. Et à côté de ça, toujours avec WinSQL, je vais faire un zoning des pages. Donc, je vais imaginer non pas le visuel, il n'y a pas besoin d'être designer à cette étape en tout cas,
mais la structure. Qu'est-ce que je vais raconter dans mes pages? Normalement, avec les personnages, je le sais, à peu près. Et du coup, définir chacun des blocs. En haut, je vais avoir mon héros avec ma value proposition, probablement un formulaire ou un bouton qui renvoie vers autre part. Ensuite, je vais peut-être avoir des testimonials, puis après machin, puis truc. En intégrant le maillage, je vais faire un zoning de tout ça. Et ça va me permettre de commencer déjà à y voir un peu plus clair sur, OK, quelles données je vais avoir besoin pour remplir ma page de données pas à la main, on va dire. Ensuite, du coup, là, vous voyez, j'ai fait un petit peu mon arborescence ici et le zoning de la page. Ce que j'ai fait, ce qu'on va faire ensuite, c'est imaginer la structure HTML de cette page. C'est-à-dire qu'on va mettre du lorem partout, du lorem ipsum, donc du texte de remplacement en attendant, et on va imaginer la structure, c'est-à-dire vraiment H1, H2, H3. Donc ça, c'est les bases du SEO, hein, c'est la structure HTML de la page. C'est un H1, puis des H2, puis dans les H2, des H3, etc., etc. Vous avez compris. Donc on va imaginer cette structure, on va la noter aussi pour qu'au moment de l'intégration, on ait à la fois la partie texte, la partie HTML et qu'on puisse éviter de se planter sur la structure HTML. Ce serait dommage étant donné que ça compte beaucoup pour le SEO. On va aussi préparer tout ce qui est URL, meta title, meta description. On va essayer de structurer ça pour imaginer comment ça peut être. Et on va mettre des petits specs aussi. Tout ce qui est, OK, bon, là, il y a une image, super. Image, ça veut dire qu'il faut la compresser, qu'il faut la mettre en AVIF ou en WebP, qu'il faut la mettre au bon format, en pixels. Là, c'est une vidéo, pareil. On va peut-être mettre du lazy load ou des trucs pour améliorer le temps de chargement des pages. Et penser à tout ça, le noter, ça permet d'éviter des erreurs au moment de l'intégration. Maintenant qu'on a fait du coup tout le travail qui est un peu préliminaire, on va commencer à structurer la donnée. Qu'est-ce qu'on fait? Pour chacune des lignes qu'on a ici, sur les maquettes, on va imaginer que c'est une variable. Et pour chacune de ces variables, on va prendre un gros Google Sheet, un Airtable ou un SQL, et on va dire, OK, donc ça, c'est la variable 1, c'est mon H1, ça, c'est la variable 2, c'est ma tagline, ça, c'est la variable 3, etc. On va faire ça, une colonne, une colonne, une colonne, une colonne. Si vous faites sur des pages, si vous faites du programmatique sur des pages très peu différentes, vous allez avoir très peu de variables. C'est là qu'il y a un risque très important d'un point de vue Google. Si vous êtes en train de changer juste le titre, là, vous allez droit dans le mur. Par contre, si vous faites ça bien et que vous avez beaucoup de variables, là, vous allez être sur des pages qui sont vraiment très différentes. L'IA, ça nous permet aussi de faire ça. Ça va nous permettre de variabiliser tout, ou presque tout, et de mélanger une partie IA qui va être sur du contenu qui est probablement un peu moins lu par les utilisateurs, mais plus par Google, et de s'occuper de la partie plutôt humaine sur la partie qui est plus liée à l'humain, c'est-à-dire par exemple tout ce qui va être en lien avec de la conversion, par exemple la value proposition. Moi, personnellement, vous pouvez essayer, personnellement, moi, je ne la laisse pas à l'humain. Je ne la laisse pas à l'IA parce que je considère que c'est trop important pour la conversion. Et donc, je préfère faire un mix entre de l'humain, voire de l'externalisation, en donnant des specs à des humains pour qu'ils me fassent des belles value propositions. Mais après, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire avec de l'IA dans ces pages, par exemple tout ce qui va être contenu FAQ, qui est rarement lu, et puis même s'il est lu, c'est pas bien grave si c'est écrit avec des IA, par exemple. Donc voilà, on va spéquer l'ensemble des variables, et pour chacune des variables, on va dire, OK, ça c'est de l'humain, ça c'est pour de l'IA, ça peut être récupéré via du scrapping à droite à gauche, et on va se débrouiller pour remplir chacune de ces lignes, et ça va être notre grosse base de données, finalement, de nos pages. Et à partir de là, on va passer à la partie dev CMS, c'est-à-dire la partie où on va prendre ce gros fichier, qui, encore une fois, plus ou moins, si vous êtes très technique, vous pouvez utiliser une base SQL. Si vous êtes beaucoup moins technique, vous pouvez utiliser un Google Sheet ou un Excel. Peu importe. Et on va utiliser cette base de données pour l'importer dans un CMS. Il y en a différents. CMS, je pense que ça parle à tout le monde, au cas où ça veut dire Content Management Services. Donc, tout ce qui va être
des SaaS qui permettent de gérer du contenu. Le plus connu, c'est WordPress, mais il y en a plein d'autres, Webflow, il y en a plein d'autres, en fait, bon, peu importe. Selon le CMS que vous allez utiliser, vous allez avoir des méthodes différentes. WordPress a un plugin je ne me souviens plus du nom de plugin, mais il y a un plugin exprès pour importer le contenu et faire exactement ça. Et après, il y a Webflow qui est vachement bien foutu aussi, qui pour moi est le mieux, où on va pouvoir importer notre contenu. Ça va importer nos variables, en fait. Et à côté de ça, on va le mapper avec une page designée qu'on va faire sur Webflow, dans lequel on va dire, OK, ce champ-là dans ma page égale cette variable-là dans mon Google Sheets. Et on va faire le lien pour chacune de ces variables. Et à la fin, on va juste presser Publish et ça va nous générer les 1000 pages d'un coup. Donc, c'est hyper pratique. Il y a quelques pièges quand même. Les pièges sont au niveau des champs que vous allez utiliser. Alors, pour Webflow, en l'occurrence, il faut bien faire attention aux champs que vous utilisez parce qu'il y a des champs qui fonctionnent moins bien que d'autres. Il y a des champs de rich text qui sont nécessaires quand on veut faire du HTML. Il y a des... Bon, bref, pas rentrer dans le détail, mais il faut bien faire attention aux données que vous importez et bien relire les premières pages que vous importez pour vous assurer qu'il n'y a pas de bug. Parce que ça peut arriver quand on importe 1000 pages d'un coup. Il suffit qu'il y ait une erreur d'importation quelque part, une virgule en trop, et puis il y a une page qui ne marche pas. Et vous n'allez jamais le voir. Parce que sur 1000 pages, vous n'allez pas faire attention à une page. Donc ensuite, on met en ligne et on peut suivre la donnée. Donc je ne sais pas à quel point vous voyez grand. Moi, je ne vois pas très grand l'écran, mais on peut suivre la donnée dans des outils classiques. Donc il y en a des très connus qui sont un peu des usines à gaz, mais bon, je les ai mis quand même, mais pour ça, ce n'est pas vraiment utile d'avoir Href ou SEMrush. Sinon, il y a des outils qui ne font que ça, de suivre de position. Par exemple, Saprobot, ou si vous êtes encore un peu plus technique, aujourd'hui, avec l'IA, c'est pas très compliqué de se créer son propre script pour suivre les positions de ces mots-clés. Donc, une fois qu'on a mis en ligne, ce qui va se passer, c'est que Google va regarder vos pages. Donc, on va les mettre dans le sitemap aussi, c'est important, dans votre plan de site. Et Google va prendre entre 1 et 3 mois à bien explorer toutes vos pages, on va dire, toutes vos pages. Et ça dépend aussi beaucoup de la taille de votre site. Si c'est un tout nouveau site, si c'est un vieux site, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, il va explorer vos pages. Et avec l'outil de suivi, on va pouvoir voir et identifier très vite quelles sont les pages qui fonctionnent plutôt bien, celles qui sont à la traîne, parce que sur les 1000, il y en aura à la traîne, il y en aura qui vont fonctionner très bien. Et donc, on va pouvoir optimiser manuellement post-indexation ces pages. On va attendre que Google a bien stabilisé ses positions. Donc, que ça bouge de 1 ou 2 positions, ça va. Si ça fait des bonds de position 1 à position 20, puis position 50, et après ça revient à position 1, c'est que vous n'êtes pas encore complètement stabilisé, il faut attendre encore un peu. Une fois que c'est bien stabilisé, on va commencer à optimiser. On a toutes nos pages, on a tous nos mots-clés liés à ces pages. On va essayer de voir quels sont les mots-clés qui sont en position 1. Ceux qui sont en position 1, notre objectif, ça va être non plus le trafic, parce que c'est bon, on a tout fait pour être premier sur Google, sur ces mots-clés. On est déjà premier, c'est génial, pour avoir position 0. Donc, le sujet d'après, c'est comment je fais pour améliorer ma conversion sur ces pages. Donc, on va traquer le temps sur les pages, les clics, etc., les formulaires. On va faire des A/B tests sur les pages pour essayer d'améliorer la conversion de ces pages. Dans le but de générer plus de leads, plus de sign-up, plus de ce que vous voulez. Dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est les positions 2 et 3. Ça, d'un point de vue SEO, si vous avez des équipes SEO ou si vous êtes vraiment focus sur le trafic dans un temps 1, c'est votre priorité numéro 1. C'est de prendre tous ceux qui sont rankés en position 2 et 3 et c'est de retravailler le contenu à la main et d'ajouter du netlinking sur ces pages-là uniquement pour gagner une position. Il faut vous dire que dans ce lot de pages de 2 à 3, me souvenir le taux de clic en position 1, je crois qu'on est autour de 30% en position 1, on est autour de 15 en position 2, et je crois qu'on est à 8 ou à 7 en position 3, quelque chose comme ça, je ne sais plus les stats exactes. Donc imaginons que vous êtes en position 2 et vous passez en position 1, vous gagnez, vous faites x2 sur votre trafic directement.
Donc, c'est hyper important de travailler celle-ci en première. Il y a beaucoup de pages, donc on peut vite se perdre. Donc, il faut vraiment une méthode de travail très claire. D'abord les positions 1, puis les 2 et 3, puis les 3 et 10, puis les plus de 10. Ensuite, on optimise les 3-10. Vous avez compris, l'objectif, c'est pareil, c'est de le faire passer dans le step d'avant. Et puis après, tous ceux qui sont à plus de 10, super, on va le faire, mais clairement, ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Donc, on le fera plus tard. Donc, voilà pour la méthode. Je suis allé assez vite, donc tant mieux. Après, il y a d'autres aspects qu'on peut voir quand on utilise les IA et le programmatique ou l'automatique. C'est aujourd'hui, il y a plein d'outils comme Make, N8N, etc. et les IA et Sroo, bien sûr, qui vont nous permettre de créer des pages aujourd'hui scalables de manière quasi automatique et hyper pertinente. Un autre exemple, du coup, ici, que j'ai voulu expliquer, c'était l'exemple des newsletters de Dezio. Dezio, on fait des newsletters a fait des newsletters depuis très, très, très longtemps, depuis quelques années. Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a tous stockés dans un grand Airtable. Et derrière ça, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai créé un script qui vérifie si toutes ces news existent toujours. Ensuite, je les ai passés à l'API de Sroo. Je laisserai Sam expliquer son API. Et ensuite, pour récupérer en fait leur position, leur texte et des informations sur le contenu pour récupérer vraiment le contenu de base, les URL toutes les URL qu'on a mis dans la newsletter. Et ensuite, j'ai réécrit pour chaque contenu publié au cours des 10 dernières années dans la newsletter, j'ai réécrit ça sous forme d'article que j'ai publié sur un sous-dossier de Dezio. Et tout ça de manière automatique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à chaque newsletter, ça crée un article dédié sur Dezio qui pourrait être amélioré encore aujourd'hui, mais rank déjà un petit peu. Donc voilà. Sam, tu veux rajouter un truc sur Sroo ? Oui, bien sûr. Donc, l'API Sroo est utilisée aussi. Sroo n'est pas un outil de SEO programmatique, hein, mais Sroo a une API qui vous permet justement d'accéder aux données de la SERP, plus les données on-page. Sroo permet aussi de créer des briefs de manière programmatique, c'est-à-dire que vous avez une structure de H1, H2, H3 avec déjà un semi-draft, on va dire, et les termes à inclure par API. Et aussi, on peut scraper directement une URL avec l'API, donc il serait à partir d'une URL plein de données. Donc en fait, il y a des gens qui utilisent Sroo avec, comme disait Jonathan, avec des outils comme Make ou N8N, où justement, ils vont rentrer en entrée une liste de mots-clés. Ensuite, aller scraper les données de la SERP pour justement pouvoir peaufiner et que chacun des articles finaux soit plus ou moins individualisé ou personnalisé. Donc ça permet justement d'exploiter les données de la SERP pour avoir vraiment une approche un peu plus personnelle et pas faire des articles qui sont juste des copy-paste les uns des autres. Donc, n'hésitez pas à essayer l'API Sroo. C'est tout ce que j'avais à dire. Okay. Du coup, moi, j'ai terminé sur la partie présentation. Sur la partie plutôt... Ouais. C'est cool. Franchement, alors déjà d'une, c'était très, très clair. Franchement, c'était très, très clair. Et il n'y a pas de sarcasme dans cette phrase. Bon, j'ai essayé de faire en sorte que ça aille assez vite. J'espère que c'était pas trop long. Il y a des questions dans le chat et moi aussi j'ai des questions à te poser. Donc on va passer sur la partie questions-réponses. D'ailleurs, si je n'ai pas compris vos questions, n'hésitez pas à les reposer. Donc on va commencer par la première que Kamel avait posée. Kamel parle des pages catégories générées à partir de filtres. J'imagine que là, en fait, il parle les pages qui rentrent dans le e-commerce. J'imagine là, ces pages de listing qui rentrent dans le e-commerce. Là, je n'ai pas capté la question, mais j'imagine que c'est les catégories listing générées dans le e-commerce, dans les filtres. Est-ce qu'elles rentrent dans ce… Alors, je veux bien une explication de Kamel qui me donne un peu plus de détails pour pouvoir répondre. Tu parles de quoi quand tu parles de page de catégorie de listing? Tu parles de e-com? Tu parles de catégorie de blog? Tu parles de quoi exactement? On va laisser Kamel donner plus de détails. On va passer à la suivante. Donc, Diego parle de MCP. Est-ce qu'on peut faire du programmatique avec le MCP? D'abord, je vais juste expliquer ce que c'est MCP. Donc, c'est un protocole qui
permet à des LLM comme Claude, comme OpenAI. OpenAI ne l'a pas encore adopté, je crois, mais justement de mettre en communication le chat, on va dire, ou le LLM avec une application tierce comme Webflow. Et donc là, c'est l'exemple un peu que Diego met en avant. Est-ce qu'on peut faire du programmatique, par exemple, avec Claude et Webflow et du MCP, où Claude va automatiquement en fait, créer des pages dans Webflow? Est-ce que tu as déjà essayé ça? Alors ouais, ça existe, c'est en cours. Il y a un GitHub qui te permet de le faire et de directement connecter ton Webflow à ton MCP ou à ton Claude. Donc oui, ça existe. Je n'ai pas encore testé personnellement de le faire de manière 100% IA, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce que pour moi, 100% IA, ce n'est pas une bonne chose, mais clairement, ça peut aider à générer des variations de pages. En fait, le MCP va te permettre de lire ta collection sur Webflow, notamment, et de voir un petit peu ce que tu as foutu, de modifier certaines de tes pages ou d'en rajouter des variations de ces pages. Mais moi, je suis quand même pas réfractaire du tout à l'IA, mais par contre, je suis réfractaire à faire 100% IA. Donc, le faire avec un MCP, pourquoi pas pour faire la première ébauche. C'est un peu la même chose qu'avec un brief, quoi, en SEO. Première ébauche, ouais. Mais par contre, derrière, je vais avoir garder la main sur ce qui se passe. Donc, je veux quand même pouvoir voir ce qui se passe. Et là, vu qu'on parle de centaines, voire de milliers de pages, si je ne sais pas exactement comment il a géré son truc, moi, personnellement, je ne serais pas rassuré. Voilà. Ouais. Donc oui, c'est faisable, mais j'ai besoin d'un peu de contrôle. Juste un truc avec le MCP, moi je suis pas expert, mais ce que j'ai compris en fait, c'est pas, en fait, ça te crée des pages pour toi. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu vas rentrer une liste d'URL et même pas une liste d'URL, tu vas dire un prompt, crée-moi 15 pages, et lui il va aller dans l'interface et il va cliquer automatiquement. Donc, je crois que enfin pas cliquer automatiquement. Je crois qu'il y a comme une API entre. Ouais, c'est une API. Ouais. Moi, j'ai un doute que 1000 pages, je les fasse super vite, parce qu'il y a un problème de latence avec les modèles. Donc, créer 1000 pages, il va devoir faire 1000 pages et un call sur Webflow, donc ça va être super long. Moi, je pense que ça va être compliqué, mais à tester. Hein. Non, mais il peut te faire les 1000 calls les uns après les autres, ou en bulk, il t'en met 1000, tu vois. Ça, c'est possible. Par contre, si c'est juste pour faire les calls, ouais. Mais bon, en vrai, faire un drag and drop d'un CSV dans Webflow, c'est pas un problème. C'est ça le truc. C'est plus, moi, c'est plus le côté génération des contenus, 100% IA, plus la création de ces pages. Ça me pose un peu plus de problèmes parce que je vais avoir la main dessus. Ouais, ok. Je vais avoir la main sur ce que je raconte, parce que c'est important de ne pas raconter n'importe quoi, tout simplement. Quoi. Et qu'on sait que les IA, sont sympas, mais des fois, elles sont un peu moins sympas. Quoi. Un autre point, tu l'as abordé, mais c'est intéressant de reposer la question. C'est quoi la bonne pratique pour le SEO programmatique comment avec le SEO programmatique, je vais recommencer. Comment avec le SEO programmatique tu mets en place un bon maillage interne? Tu peux rappeler ta méthode? Ouais, alors moi, ce que je fais généralement, c'est que je fais un petit peu. Bon, encore une fois, je reprends. Pour moi, il y a du programmatique, mais en fait, le programmatique, il ne doit pas vivre seul. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des pages qui sont racolées avec ce programmatique. Je prends l'exemple, par exemple, de Dezio, encore une fois, parce que c'est plus parlant, plus simple pour tout le monde de comprendre. Mais il y a des pages agences SEO, il y a des pages agences SEO ville, mais il y a aussi des articles qui parlent de comment faire un bon maillage, machin et tout. Et tout ça est relié ensemble. Donc, ce n'est pas cloisonner l'un et l'autre. On fait le programmatique, mais par-dessus, il y a quand même d'autres choses qui peuvent graviter autour et qui peuvent fonctionner. Donc moi, quand je pense mon maillage, ce que je fais, c'est que d'abord, je pense le maillage de mon programmatique, c'est-à-dire comment ces pages s'articulent entre villes, entre expertise, ou les deux, et à quel endroit je fais ces maillages, déjà. Donc c'est juste des variables. Hein, donc j'imagine, ok, est-ce que c'est les villes que je mets en avant, est-ce que c'est les expertises, ou est-ce que c'est les deux, ou est-ce que je les fous dans la page. Ça, c'est dans la structure. Mais aussi, j'imagine, tout ce qui gravite autour. C'est-à-dire que quand je fais agence SEO, en fait, ça peut être, par exemple, la tête de mon cocon SEO, qui derrière a 150 articles qui parlent de trucs, et qui, certains parlent de Bordeaux. Bon, je vais faire mailler sur les pages de SEO Bordeaux. Et donc, je pense aussi à toute la structure de mon cocon, enfin, de mon topic cluster. Voilà. De mon topic cluster, Sam. Donc, je pense aussi à tout ce qu'il y a autour. Et pas uniquement à peut-être dans le guidon, je fais mes pages variables. Mais je pense aussi à tout ce que j'ai déjà et ce que je devrais créer dans l'avenir.
Et juste pour être clair, dans Ouais. ton fichier d'entrée, tu as tes variables. Donc, certaines de tes variables sont des encres et des URL. Ouais, exactement. C'est ça. J'ai des variables qui sont exactement des encres et des URL. Et même, alors, dans le cas de Webflow, j'ai des variables qui sont des arrêts. Donc, Des listes. plusieurs URL dans une seule variable. Parce qu'en fait, après, ça va itérer sur chacune des variables, Ouais, bien sûr. des URL. Ouais, ok, très bien, ouais, très clair. Donc voilà. Donc, ça, c'est presque le truc le plus touchy sur Webflow. C'est de ne pas se planter dans ces espèces de mini-arrêts, on va dire. C'est pas vraiment des arrêts, mais c'est un peu le même système, quoi. Parce qu'on peut vite se planter sur un virgule, un point virgule ou un slash. Voilà. Donc ça, c'est peut-être le truc le plus touchy. Ok. Une autre question aussi de Rémi. Il n'y a pas un risque de créer trop de pages zombies en créant 1000 pages de manière programmatique? Effectivement, tu peux en avoir, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je fais du lead ou pas à la fin, tu vois. Donc, effectivement, oui, tu vas avoir des pages qui servent à rien dans le tas, probablement, tu vois. Et ça t'empêche pas de le faire, tu vois, genre Google va jamais t'en vouloir d'améliorer ton site si tu vois qu'il y a des pages qui, demain, sont premières et génèrent en plus aucun trafic, ou des pages qui sont très loin, ou des pages qui sont mal maillées. Bon, bah, tu as des optimisations à faire dans les trois cas, quoi. Soit tu vas les supprimer, tu vas faire des 301, et voilà. Soit tu vas mieux mailler en mettant du lien à droite à gauche. Soit tu vas mieux répartir ton budget de crawl à droite ou à gauche. Bref, il y a des choses à faire. Là, le but, c'est de faire vite, scalable. Et après, si tu veux, c'est loi de Pareto. On a fait 80% du taf, qui prend 20% du temps. Et maintenant, bon, bah, on a fait ce gros taf-là. Il reste 20% du taf qui va me prendre 80% du temps. Mais ces 80%-là, si tu veux, tu peux les faire comme tu peux t'arrêter là. C'est déjà pas mal dans un temps 1, tu vois. Ça te permet de faire de bien avancer et ça fonctionne. Moi, je l'ai épuré sur beaucoup de cas. Ok. Une autre question intéressante de Benjamin. Enfin, il y a deux questions dans sa question. En fait, ouais, donc il parle d'un exemple, un site sur la côte des montres. Donc, ouais, il veut faire un site sur les montres. Donc, il pense une page par montre, une page par marque, bien sûr. En fait, la question, c'est si sinon tu veux faire un site programmatique, où tu vas trouver les données? Parce que là, dans son cas, il doit trouver des données sur les marques de montres et sur les types de montres. Donc, où il va chercher la donnée? J'imagine que c'est dans la préparation de ton fichier Excel. Là, tu vas chercher des données. Donc, où tu les trouves? Alors du coup, je suis passé vite là-dessus, mais effectivement, ces données, en fait, pour moi, il y a 3 sources importantes, on va dire, de données, qui sont l'humain. Donc tu vas chercher à la main sur tes sites, machin, voilà, ok. Ou tu vas passer par ou tu vas passer par un Mechanical Turk ou un truc comme ça, enfin un assistant virtuel qui va te le faire à la place. Soit tu le fais avec de l'IA, donc ça c'est l'option 2, soit l'option 3 c'est du scrapping. Donc tu peux très bien faire du scrapping. Ah pardon, du coup j'ai l'impression que Benjamin il parle des cotes en temps réel. Bah, les cotes en temps réel, ça pour le coup pour moi c'est dans la structure de ta page que tu vas faire ça. Hein? Pour moi, c'est autre chose, les quotes en temps réel, parce que c'est comme les tarifs en temps réel. Il faut que tu mettes un mécanisme en place qui va te récupérer des informations tarifaires. Donc, ouais, ou tu vois, genre, ouais, en fait, c'est un. mais c'est indépendant. Ça, et moi, je le ferais, tu vois, en front, pour le coup, ça serait un iframe de ton truc. Comme ça, au moins, ça, tu l'as ailleurs que dans ton Webflow. Tu as un iframe de ta cote, quoi. Et après, tu as un cron qui va mettre à jour cet iframe. Je pense que ça doit exister des sites qui ont déjà une API qui gère ça. Je ne sais pas, j'y connais pas grand-chose en montre pour tout te dire, mais en vrai, c'est iframe, API derrière. Ça marche, à mon avis, tu n'as pas besoin de CMS. Tu vois, juste un tag ton iframe et ça fait partie d'un des blocs de ta page, quoi. Ouais, non, mais c'est ça l'approche. Ouais. Si tu veux avoir des données en temps réel, il faut que tu tapes une API qui a les données, ou toi, tu crées ta propre base et avec une API qui t'envoie vers l'iframe. Ouais, désolé, j'ai l'accent français, je dis iframe, moi. Mais... Ouais, c'est vrai. Pardon, je parle anglais, British English. Donc, un autre point qu'il a mentionné, Benjamin, moi après, je pense que c'était lié au code, comment les mettre à jour en temps réel. Mais moi, j'ai aussi un point ici, c'est tu as créé maintenant 1000 pages. Tu as créé 1000 pages, ok? Comment tu les mets à jour dans un an? Si tu veux faire une grosse mise à jour. Ouais.
Alors, c'est un truc que j'avais mis dans la presse, que j'ai retiré après, en me disant que c'était déjà, peut-être, je ne savais pas trop l'audience des personnes qui allaient venir, donc j'ai dit peut-être que c'était déjà suffisant. Mais en fait, effectivement, parlons-en. Du coup, un truc qu'on peut faire, et que je vous recommande de faire, c'est que quand vous pensez à faire votre base de données, en fait, derrière, ce que vous devez faire, c'est assez simplement, je pense que la plupart connaissent, mais vous pouvez utiliser Make ou N8N, pareil, qui va aller écouter votre Google Sheet. Chaque fois que vous modifiez quelque chose dans vos Google Sheet, va chercher l'ID de la page Webflow et va modifier le champ de la page Webflow. Donc, vous avez à la fois vos Google Sheet d'importation en temps 1, d'accord, vous avez importé votre donnée, ok, super. Et maintenant, vous avez la deuxième chose, c'est votre make qui va faire le j'écoute. Ah, il y a un truc qui change, bam, je change la variable dans Webflow. Ouais, intéressant. Après, le truc, c'est que j'imagine aussi que tu peux tout casser. Hein. Je veux dire, il suffit de changer des trucs dans ton fichier Excel un peu à l'arrache et tu casses ton Ouais, site. vous pouvez aussi, tout simplement, effectivement, vous pouvez aussi, il y a une version moins tech pour le faire, c'est vous réexportez toutes vos pages, ça va vous sortir les ID, vous modifiez ce que vous voulez, vous réimportez, et voilà. C'est Ok. juste un peu plus chiant, moi je le fais avec Make parce que ça prend, une fois que c'est fait, quoi, c'est un Ouais, peu moins chiant. c'est sûr. Mais cette version-là, elle marche aussi très bien. Kamel a reposé sa question. Il a dit, est-ce que si tu as des listings produits, tu changes ou modifies le titre des produits pour le coller au keyword de la page? Ah, d'accord. Donc en fait, ta question, Kamel, c'est plus est-ce que tu optimises ton produit par rapport aux mots-clés que tu cibles dans la page, si je comprends bien. Oui, mais j'ai envie de te dire, je vais répondre la réponse du Normand, quoi, mais ça dépend. Ça dépend. Mais moi, ce que je te propose, parce que Kamel a mis, est-ce que tu réalises des audits? Et si oui, est-ce qu'on peut discuter en chat? Moi, je propose que Kamel et Jonathan, vous discutez plus tard. Parce que visiblement, tu as un lead. Jonathan, congratulations! Tu as un lead. Bravo. C'est le premier lead du webinar. Enfin, on a closé. On va essayer de convertir. Donc, voilà. Ouais, non, Kamel, vas-y. Si tu veux, tu peux me retrouver sur. Enfin, je vais mettre mon LinkedIn là, comme ça, vous pouvez me retrouver si besoin. Hop. Une seconde. Je vous le mets dans le chat. Voilà. Comme ça, si vous voulez venir me parler, n'hésitez pas. Je répondrai aussi à vos questions si vous en avez après aussi. Ouais, et d'ailleurs, la petite séquence promo, vous pouvez tester Stroux gratuitement. Donc, n'hésitez pas à créer un compte. Voilà, ça c'est dit. Donc, ouais, j'ai d'autres questions. Est-ce que on parle de créer de compte, enfin, techniquement, le SEO programmatique, c'est créer du contenu en masse. On est d'accord, tu parles de créer 1000 pages, 2000 pages, 3000 pages. Mais on a vu qu'il y a des sites web qui ont été pénalisés pour créer du contenu en trop grosse quantité. Et peut-être que je donnais la réponse, mais de mauvaise qualité. Donc, est-ce que ce n'est pas pénalisant le SEO programmatique au final? Alors, je vais peut-être rentrer dans des détails plus techniques, mais en fait, Google, il a des algorithmes qui détectent le contenu, et notamment des algorithmes qui sont basés sur Levenstein, SimHack et d'autres algorithmes comme ça qui permettent de vérifier si des mots sont les mêmes entre plusieurs pages. Pardon. Si les mots sont les mêmes entre plusieurs pages. Donc ça, c'est le premier flag à vérifier sur Google, c'est de faire en sorte d'éviter au maximum le duplicate content. Il y a plein d'outils sur le web qui permettent de vérifier si un contenu 1 ressemble à un contenu B. Et vous, votre but, c'est d'avoir un taux de similarité le plus faible possible. Je ne vais pas donner de chiffres parce que je ne les connais pas, tout simplement. Mais je pense que autour de 40%, c'est déjà normal. Ça me paraît normal que 40% d'une page soit à peu près pareil, entre le menu, le footer, le machin et tout. Bon, bah, voilà. Et le sujet, tout simplement. Mais ça, c'est le premier truc à faire pour éviter le côté dangereux dont parlait Sam tout à l'heure. Le deuxième, c'est contenu pourri égale red flag de Google. Ça, c'est exactement ce dont je parlais au début, c'est-à-dire avant l'IA, on faisait de la spin tax ou du spin. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, les spins. Mais le spin, c'était on fait des phrases et dans les mots, entre chaque mot, on mettait des variations de ce mot et on faisait passer un algorithme qui disait OK, bon, tu vas randomiser le fait de des fois utiliser le mot beaucoup, des fois utiliser le mot
énormément, des fois utiliser le mot machin, etc. Et on faisait un gros spin comme ça et on modifiait. C'était hyper long, c'était hyper chiant et c'était hasardeux un petit peu quand même. Et ça a marché pendant un temps, puis après Google a grillé à partir du moment où on le faisait à trop petite échelle. Et tout le sujet, c'est la personnalisation, on la veut à très grande échelle et Google, ce qu'il veut, c'est à la fin du contenu de qualité. Donc, comme disait Sam, contenu de qualité. Si tu mets que de l'IA, sans y mettre de la donnée, sans y mettre de l'humain, sans y mettre de la valeur, sans y mettre du design, du machin, enfin, sans vraiment penser toute l'expérience qu'il y a derrière, tu auras des résultats qui sont à la hauteur du temps qui a passé, c'est-à-dire peu, voire pas. Tu auras bien rigolé, mais tu n'auras pas de résultat. Par contre, si tu penses vraiment ça de manière vraiment variable par variable, il y a moyen que tu fasses vraiment un très 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 gros boost sur ton site. Pas forcément en trafic, mais en nombre de leads, tu en auras beaucoup. Moi, je te dis, moi j'en ai eu plein sur plein de sites différents que j'ai fait. Je sais pas si ça répond bien à la question. J'espère. L'avenir nous le dira. Mais si je comprends bien, en fait, le SEO programmatique, c'est un peu du SEO semi-programmatique parce que tu vas pas forcément avoir 100% de ta page qui est faite de manière programmatique. Tu vas quand même repasser derrière et toi, en tant qu'humain, rajouter quelque chose, non? Ouais, tout à fait. Moi, je fais du semi-programmatique. Tu peux faire du 100% programmatique, mais ça me paraît faisable quand tu as un énorme site. Tu vois, Air France, c'est pas un problème. Ils peuvent faire ça. Ok, c'est bon. Ils n'ont rien à prouver. Tout le monde, ils n'auront jamais de problème. Par contre, quand tu as un petit site, comme la plupart, je pense, des gens qui sont là, vous n'êtes pas Air France, quoi. Vous ne gérez pas le site d'Air France. Bon, bah, il faut quand même faire patte blanche et montrer que on fait les choses bien. Donc, ouais, c'est semi-automatique. Et pour améliorer le côté, pour être plus côté automatique que le côté humain, il y a le scrapping et les API et les trucs comme ça qui vont nous donner plein de résultats qu'on va pouvoir réexploiter et qui vont nous aider. Exemple typique, on peut très bien, je sais pas moi, créer des pages sur une page par boîte qu'on veut cibler. Je sais pas moi, par exemple, avis d'Eric. Ou avis tel logiciel, on peut scraper le SIRET de ce logiciel, récupérer toutes les informations de la société, de Société Info, société.com. On peut récupérer le nombre de salariés sur LinkedIn, on peut récupérer plein de trucs. Et on peut après donner toute cette donnée à des IA ou à des humains ou à n'importe qui, structurer la donnée de manière assez claire et s'assurer que ça fonctionne. Donc on a fait de l'automatique, mais avec quand même un peu de recherche intelligente, quoi. Mais là, c'est la clé, en fait, que ce que tu viens de dire. C'est la clé. En fait, l'automatisation, c'est pas le problème. L'automatisation, ça te permet d'aller vite et de faire des tâches répétables. C'est tout. C'est simple. Ce que tu viens de dire, en fait, c'est tes données d'entrée. Si tu fais une recherche approfondie de société, de statistiques, de je sais pas quoi, de quotes, d'informations sur des tarifs dans ton domaine, tu compiles ça dans un gros fichier Excel et que tu automatises ensuite la création de sites web, de pages web qui vont agréger toutes ces données de manière structurée avec du texte, tout ça, c'est sûr que tu vas ranker. Parce que ta donnée initiale qui est dans ton fichier Excel, en fait, c'est ça qui est unique, tu vois. C'est ça ta valeur ajoutée par rapport aux autres. Je ne sais pas si tu vois le délire, tu vois. Donc, je pense que c'est. C'est exactement pas. Ouais, mais en fait, ta valeur ajoutée, elle est dans la connaissance de où est-ce que tu vas choper de la data et comment tu vas la structurer, comment tu vas la parser de manière claire et que ça passe dans ta page. C'est pour ça que le côté persona, le côté maquette et tout, c'est important de faire étape par étape parce qu'à chaque étape, vous allez vous dire, OK, cette variable, elle est super intéressante. Comment je fais pour la choper? Comment j'arrive à la choper? Comment je vais la parser? Et en fait, après, quand vous allez faire votre tableau de données, vous aurez tout en tête. OK, cette variable, c'était ça. Ça va être un H1. Je vais la choper par tel site où je vais donner ou par tel truc. Après, je vais devoir un peu trop travailler le texte pour ça, pour ci, pour ci. Et ça fonctionne hyper bien, d'ailleurs. Ouais. Imagine que vous êtes un site, vous ciblez des VC, enfin des gens, des venture capitalistes. Je ne sais pas pourquoi on ciblerait ce type de personnes, mais disons, bref, on les vise eux. Eux, peut-être, sont intéressés par les SaaS en France, le chiffre d'affaires, le président, tout ça, etc., leur activité, le nombre de clients. Si vous arrivez à trouver ça, ces données-là, et les consolider dans une base, et ensuite créer programmatiquement des listes des top 10 SaaS en France, dans une industrie, etc., je pense que clairement, bien que c'est programmatique, il y aura de la qualité parce que vous partez d'une recherche qui est inédite. Donc, c'est vraiment ça la clé, je pense, pour faire du programmatique de qualité. Tout à fait.
Tout le sujet, c'est segmentation, trouver la bonne donnée, bien la segmenter, bien la traiter. Et après, et c'est pour ça, prenez le temps, avant de vous lancer dans la base de données ou dans le design ou dans le machin, prenez le temps de bien penser votre structure, ce que vous cherchez, comment vous voulez traiter la donnée. C'est vraiment le cœur est là. C'est pas dans le remplissage d'un fichier Excel le cœur. J'ai encore 3 questions moi, de mon côté. Et il reste 3 minutes, donc ça tombe bien. Tu vas faire 3 minutes, 3 questions. Allez. Tu vas essayer de le faire. Tu vas pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut déborder un peu. Au pif, est-ce qu'il faut être un développeur pour faire du programmatique ou pas? Non, franchement non. Google Sheets, Webflow, il faut un peu de débrouillardise, quoi. Voilà. Il faut un peu de débrouillardise quand même. Il ne faut pas se dire, OK, ça va se faire tout seul. Mais si tu as du temps et que tu es débrouillard, tu réussiras à faire du programmatique. Le premier que tu vas faire, ça va être probablement beaucoup de temps et pas beaucoup de résultats. Puis la deuxième fois, tu vas éviter certaines erreurs que tu as vues. Puis au fur et à mesure, tu vas devenir ça va aller de mieux en mieux, quoi. Mais tu n'as pas besoin d'être développeur. C'est sûr, ça va aider. Et encore parce que si tu n'es pas développeur, probablement que tu es marketeur ou sales. Donc dans le contenu, tu seras meilleur, tu vois. Donc je pense que faut être débrouillard. Ouais. Non, mais après, ça aide quand même d'être développeur. Moi, je suis un ancien développeur et je pense qu'être un développeur, ça aide. Donc, ouais, moi, je suis pas développeur, tu vois. Donc, oui, mais je veux dire, ça aide. Tu ne veux pas dire qu'être développeur, ça aide oui, pas. oui, non, ça aide. Mais On est clair. le code, quoi. On n'est pas obligé d'être un dev. Maintenant, j'ai une autre question pour les entreprises un peu plus grandes, où il n'y a pas juste 2 personnes qui se démerdent dans une boîte. C'est quoi les rôles que tu vois pour mettre en place disons que tu mettes en place un projet de SEO programmatique à grande échelle pour une entreprise. Quel type de rôle tu vois dans une équipe pour la mise en place de ce type de projet? Yes. Alors, il faut un chef de projet SEO, donc un SEO manager, quoi, en gros, qui va un peu chapeauter tout le truc. Ensuite, il te faut un UI UX. Donc, lui, il va s'occuper plus de la partie zoning, maquette, etc., à partir des specs que lui aura fait le SEO manager. Et après, tu as besoin d'un dev ou d'un intégrateur. Et probablement que tu auras besoin aussi peut-être de quelqu'un, d'un rédacteur SEO aussi, mais quand même avec un peu de compétences techniques parce qu'il va devoir penser des trucs, pas des textes, mais des phrases à trous presque, ou des choses comme ça, quoi. Très clair. Une dernière question de mon côté, ensuite je vais te poser la question de Benjamin. Est-ce que indexer 1000 pages d'un coup, c'est bon pour Google ou pas? Et d'ailleurs, comment tu vas faire? Et d'ailleurs, si tu dois indexer 1000 pages, comment tu fais? Alors déjà, tu n'indexes pas 1000 pages d'un coup. En fait, je reviens. C'est pas que tu n'indexes pas 1000 pages d'un coup, c'est si tu as un énorme site, 1000 pages, c'est pas grand-chose. Par contre, si tu as un tout petit site et que tu as 20 pages et que d'un coup tu rajoutes 1000 pages, ouais, ça fait très très chelou. Donc tu vas pas faire ça, tu vas plutôt répartir et tu vois, genre, je reparlais du make avec mon Google Sheet. Moi, ce que j'ai un bouton publish dans mon Google Sheet. Quand je le passe, bon, ça publie la page, quoi. Donc elle est là, elle est en brouillon. J'en publie 5, 10 par jour, un truc comme ça, max. Et je fais ça petit à petit. Et après, j'ai un script qui. Alors moi, personnellement, j'utilise l'API de Search Indexing. Donc je passe par la Google Search Cloud Console, pardon. Et je passe par l'API de Google directement pour pousser l'indexation plutôt que passer par la Google Search Console. Ça permet d'aller plus vite. Ils sont plus réactifs. Enfin, c'est plus réactif. Et du coup, tu leur pousses 10 pages par 10 pages, 5 pages par 5 pages, petit à petit. Plutôt que de leur balancer 1000 pages, alors qu'à la base, tu en as 20, ça fait beaucoup trop pas naturel, pas normal. Ouais, je pense que ça, c'est aussi un signal qui est très mauvais pour Google, que ton site qui a juste 10 pages, d'un coup, il se retrouve avec 1000 pages. Donc, il faut faire attention là-dessus. Et donc, ta stratégie, c'est, comme j'ai compris, c'est de publier 10 par 10 ou voilà, bout par bout pour pas envoyer des signaux trop négatifs à Google. Très clair. Dernière question avant qu'on se quitte, parce que je vois des gens qui commencent à partir. C'est pour ça que les CMS, c'est bien aussi. Oui, bien sûr. Tu peux configurer la publication de ta page. Donc, tout ça, tu peux, je pense, mettre une date de publication dans ta variable aussi. Donc, tu pourras peut-être faire des choses comme ça pour séquencer, la publication. Benjamin, une dernière question. Tu fais des recherches de keywords après l'identification des patterns.
J'aurais fait l'inverse pour identifier des patterns qui correspondent à des requêtes intéressantes. Qu'est-ce que tu en Alors, ça penses? revient à ce que je disais au début. Ce que je disais au début, c'est que cette approche, elle est à la fois SEO et à la fois conversion. C'est-à-dire que c'est important de montrer qu'on est expert d'un sujet et d'être dans le cercle concentrique, si tu veux, de ton persona. Donc moi, pour moi, les patterns, je vais en avoir 50 des idées de patterns et je ne veux pas m'exclure une idée de pattern sous prétexte qu'il n'y a pas beaucoup de trafic. Je m'en fous qu'il n'y ait pas beaucoup de trafic parce que comme je vais générer 1000 pages, il suffit qu'une seule fois un lead, tu vois, je reprends l'exemple de Dezio. Il suffit qu'il y ait un seul lead qui tape agence social média Limoges. Il n'y en a pas beaucoup qui vont taper agence social média Limoges. À Limoges, bon, déjà, bonjour à ceux qui sont à Limoges. À Limoges. Voilà, c'est Limoges qui nous regardent. Désolé pour Limoges. Voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup. Mais en fait, la contre-équation de ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde à Limoges qui vont taper ça, mais il n'y a aussi pas beaucoup d'agences. Donc il suffit d'un, et moi je le convertis. Sur les pages de Limoges, j'ai 100% de taux de conversion. Alors que sur les pages de Paris, j'ai peut-être 5%. Donc le trafic, il est souvent lié aussi à la concurrence. Et moi, je suis content s'il y a moins de trafic et moins de concurrence aussi, parce que je vais cibler 1000 pages d'un coup. Donc ça me va très bien. Okay. Je ne sais pas si j'ai été clair, Benjamin. Tu l'as dit très clair, donc ça paraît clair. Dernier point, c'est Gabin, j'ai l'impression que les parties. Connaissez-vous des use cases avec des sites sous Magento, par exemple? Magento. En fait, les use cases sont les mêmes pour tous, mais franchement, Magento, je ne suis pas du tout expert de Magento. Mais après, je pense qu'ils parlent si c'est poussé avec Magento. Magento, et j'imagine qu'ils ont une API aussi pour tous les CMS actuellement, de toute façon, ont une API pour créer des pages de manière programmatique. Donc là, on parle de Webflow qui est quand même fait pour ça. WordPress qui a une capacité d'importer. Tous les CMS ont actuellement des API. Tu peux justement les exploiter de manière programmatique. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux avec un peu de code. Donc, il faut être un peu un développeur. Ouais. Oui, d'accord. Okay. Et par contre, à part s'il y en a qui sont sur Wix, je pense que Wix, c'est vraiment le truc à bannir parce qu'il va vous faire n'importe quoi. Magento, à mon avis, c'est pas mal. Franchement, je ne suis pas expert du tout de Magento, mais je ne pourrais pas dire. Ouais, Magento sont fait racheter par Adobe d'ailleurs, donc ça commence à être. Tu connais bien du coup. Je commence à connaître, ouais. Voilà, donc non, c'est quand même un produit pour entreprise, Magento, donc surtout la version Adobe et Adobe Commerce Cloud. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par des implémentations Adobe Commerce Cloud, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Voilà, on a fait le tour. Jonathan, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions ou c'est clair? Sinon, contactez Jonathan directement. Ouais. Je vous ai remis mon. Alors, Vlad, bon, je connais déjà. Mais je vous ai remis déjà mon LinkedIn dans le chat. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur le sujet. Et puis, je répondrai sans problème. Ouais. Et pareil, si vous voulez utiliser l'API de Sroo, Sroo, vous pouvez tester gratuitement. Donc, créer un compte, créer des briefs, créer des analyses des SERP, créer du clustering. Le problème, c'est que pour l'API, il va falloir passer à la caisse. Après, si vous voulez faire un petit test, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne quelques crédits gratuits et c'est parti. Vous pouvez tester l'intégration et ça fonctionne. Tant mieux pour vous. Donc, écoute, Jonathan, super webinar. Je suis vraiment très content d'avoir fait avec toi. Content aussi. Et c'était très clair, c'est très bien. Et je pense qu'on en refera un, certainement, peut-être, disons, après l'été, pour on peut faire une autre session sur un autre sujet si ça t'intéresse. Yes, avec grand plaisir. Bon, merci à tout le monde. Allez, ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao.